Les amis, bonjour, bonjour et re-bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Et aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de Bertha. Vous me direz, ça avance. Mais là, comme dit Lulu, cet épisode, ça va être chaud, chaud, chaud. Ça cogne, sa mère. Ouais, parce qu'on va parler de moteur. Et ouais, on va vous élucider la fameuse histoire de comment, qu'est-ce qui s'est passé, premier, deuxième, troisième moteur, ce qui est toute une histoire. Mais je vais vous expliquer tout ça dans ce qui va suivre. Mais avant ce fameux now, il nous faut d'abord, comme d'habitude, vous le savez, le générique. Donc, let's go! Three lights, four lights, five laps. Donc, pour élucider cette histoire, on va voir ce qui s'est passé. Et pour voir ce qui s'est passé, faut voir la suite. Donc, la suite. Comme d'habitude, on va suivre le canevas habituel, donc on va utiliser, vous savez, le previously and now. Ça fait très amas, stylé. Donc, previously, on en était resté là. On s'était dit, moteur 5 litres 6, 5 litres 6 qu'on avait gentiment volé à une vieille 560 SEL. 5 litres 6, très bon moteur, excellent. Problème, c'est que c'était un bébé. Un gros bébé. Même un très gros bébé. Et le problème du gros bébé, c'est qu'il touche. Il touche, tu me dirais, il touche quoi? Bah, il touche très bien dans sa vie, il touche le cœur des gens, parce que c'est un beau moteur. Mais le problème, c'est qu'il touchait sur le putain de châssis. Et ouais, le... les fixations n'étaient pas les bonnes, les supports de moteur. Et bien sûr, les parois du bloc, ou plus correctement, plus précisément celles du collecteur, touchaient sur les coupelles de rétention des ressorts d'amortisseur. Ouais. Tu me dirais, normal, hein, si ça touche, tu coupes. Je te dirais, bah non, tu coupes pas un coupe. Bah ouais, réfléchis. Le cas échéant, comme je vous expliquais, on coupe pas un coupe. Ou du moins un coupé pour être plus, pour comme ça, plus tout le monde puisse comprendre. On coupe pas un coupé pour la simple raison que les Mercedes 240, ou ce qu'on appelle le W123, a été produite à pratiquement plus de 2 millions d'exemplaires, voire 2 millions d'eux. Le problème, c'est que les coupés, ils en ont produit 12 000. De prime abord, elle a l'air similaire, elle a l'air identique, mais je peux vous assurer, pour avoir eu un problème de pare-brise, d'ailleurs on en reparlera plus tard dans une autre vidéo pour vous expliquer ça aussi, c'est pas les mêmes bagnoles. Elles se ressemblent, mais c'est pas du tout les mêmes bagnoles. Donc voilà ce qu'on a été obligé de faire. Donc le V8, il dégage. Tu me diras qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Je te dirai, là encore, la suite. Juste après, on s'est dit la chose suivante. Enfin, je me suis dit avec mes collègues qui m'ont joyeusement et d'ailleurs très intelligemment conseillé. Euh, que faire? Bah, tout simplement enlever le V8, le garder pour après. Garder pour après. Ça implique un nouveau projet, encore d'argent, encore de la dépense, encore de la prise de tête, et encore des... Ouais, ça on en reparlera. Quand tu es malade, tu es malade. Ça c'est une autre... Les malades de bagnole se reconnaîtront de bagnole, de moto, d'avion, etc. Ah ouais. Comme disait une meuf sur Instagram, les garçons, les hommes ne grandissent pas vraiment. Vraiment. C'est juste la seule différence qui existe, c'est que leurs jouets n'ont pas vraiment changé. La seule chose, c'est qu'ils ont changé de taille. Au lieu d'avoir des moteurs électriques, ils ont des moteurs thermiques, à l'avant ou à l'arrière. Très intelligent d'ailleurs. Bravo madame. Je disais quoi? Oui, on en était à enlever le V8. Donc qu'est-ce qui va remplacer le V8? Vous me connaissez, je suis un puriste, donc automatiquement pas de swap d'une autre marque. Pourtant, il y a des swaps intéressants. Le 2JZ, le RB26, le RB20. Mais bon, non. Je me suis dit, on va opter pour quelque chose d'anthologie. Qu'est-ce qui était le plus indestructible chez Mercedes? Eh ben, c'était les moteurs 6 cylindres en ligne. Les fameux 300, les fameux 250 et compagnie. Personnellement, j'ai opté pour un moteur qui m'avait marqué quand j'étais jeune. On avait l'ami du grand frère d'un copain qui nous faisait faire des tours dans un Mercedes 300 CE 24 soupapes 3 litres 2. Incroyable le truc. Pour une voiture de 2 tonnes et quelques, ça marche. Donc je me suis dit, on va chercher ce moteur. Chercher ce moteur. J'ai cherché. Ça a pris du temps. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ça a pris 700 ou 900 jours. Voilà, on a fini par trouver ce merdier. Dans un très bon état d'ailleurs. Après bon,
qu'est-ce que ça sort comme chevaux, comment fallait tout documenter, rechercher les numéros de série, comprendre le pourquoi du comment l'installer, etc. Ce qui était sûr, c'est que c'était un moteur qui faisait la moitié de la taille du V8, donc il allait rentrer comme dans un gant. Parce que le V8, on avait été obligé de le rentrer au coup de tête, au marteau et au chausse-pied. Donc ça allait pas le faire. Et en plus, ça faisait tomber le nez de la voiture, c'était trop lourd. 300 kg contre 140, ça va. Donc, pour le moteur, on est passé sur le 3 litres 2. Je vous donnerai la référence, si je ne me trompe pas de tête, c'est le M114 ou le M104, l'un des deux. C'était juste avant les 3 litres qui étaient équipés sur les Mercedes CLK et compagnie. Je vous laisse voir quelques images d'ailleurs dans ce qui va suivre. Le point commun que je devais vous évoquer, chers amis, vous connaissez cette relation pour avoir fait partie des deux bords, ingénieur et mécanicien. On se fait toujours des coups de pute. Excusez-moi le terme pour ceux qui sont en famille. Donc, l'idée c'était quoi? C'est que le fameux 3 litres 2 en question, c'est un bon moteur, une bonne cylindrée, 6 cylindres, c'est correct, c'est cool, c'est léger, c'est équilibré. Le problème c'est qu'il avait un point commun avec le V8. Il était sorti dans les mêmes années. Et à l'époque, on ne maîtrisait pas encore très bien l'électronique, hein, vous savez, fin des années 70, début des années 80, on ne maîtrisait pas très bien l'électronique. Et ces fameux ingénieurs allemands, dans leur grande candeur, ils se sont dit, on va faire quoi? On va inventer un système électromécanique d'injection. Pour l'époque, c'était innovant, je vous l'accorde, c'est ce qu'on appelle le système KE-tronique, et puis encore un peu plus tard, le 4G-tronique. Le 4G-tronique, super invention, machin, tout le monde s'en tapait sur la planète, les magazines en parlaient, c'était le bordel. Et ça sur les voitures italiennes, les voitures allemandes, les voitures françaises. Max! Eh bien, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en train de travailler sur ce fameux moteur V8 M109. Vous voyez ici à l'écran ce qu'on appelle le doseur ou bien ce qu'on appelle l'injection 4G tronique. Dans les années 70, Mercedes est apparu avec un système d'injection révolutionnaire. À l'époque, n'existait pas encore de puce suffisamment puissante pour gérer l'électronique de l'injection. Mercedes a pu donc développer un système, comme vous pouvez le constater, basé sur de la compression d'air via une valve qui fait aspiration, qui fait bouger des flotteurs à l'intérieur du doseur et qui répartit l'injection sur les 8 cylindres de manière individuelle via un diaphragme. Maintenant, ce que nous avons comme problème, c'est que cette pièce-là pose un souci et que l'injection n'est pas tout à fait réglementée comme il le faudrait. Donc nous allons entamer le démontage. Comme vous pouvez le constater ici, la pièce est quasiment désengagée, elle bouge, vous voyez. Nous avons essayé de laisser... Eh ben non, ça vieillit mal, ça corrode. C'est introuvable les petites pièces pour la restauration du système. Le réglé est un calvaire. Comme je vous l'avais expliqué dans un autre épisode, si tu t'appelles pas Klaus, que tu as 80 ans, que tu fais partie de la première génération qui bossait sur les Messerschmitt de la Deuxième Guerre mondiale, tu ne règles pas un merdier comme ça. C'est un système avec un vacuum d'air, c'est-à-dire avec un vide-cave et avec un scavenging effect qui, au moment de l'accélération, fait descendre une membrane en métal qui, elle, appuie sur une sorte de boisseau, qui le boisseau monte et descend dans un petit labyrinthe qui pousse des galeries inférieures qui vont alimenter chaque cylindre selon la rotation de l'arbre à câble. Un bordel! De la merde en barre. Donc il fallait enlever le système. À partir de là, j'avais deux choix. Ouais, dans cet épisode, on va se dire les choses. Ouais, comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a derrière, le background, les belles vidéos, machin, le truc, il y a un bordel de travail. Aujourd'hui, je pète un plomb, on va discuter. On était où? Putain, je perds le fil à chaque fois. Ouais, je me disais, on parlait d'injection. Donc il fallait dégager le système. On avait deux possibilités. Soit mettre ce qu'on appelle un stand-alone. Un stand-alone, c'est un mot technique américain pour dire une injection électronique qui est vendue vierge. Et c'est à vous de faire le programme, comme ce qu'a fait Farine de Blé sur la Saint-Ours. Marche fort. Sinon, il faut avoir un banc Dynojet avec une structure qui va avec, comme Thierry, dans Thierry, je fais allusion à Thierry Vigneau-Boiserie, bien sûr, vous connaissez. Et là, bon, c'est des moyens qui sont pas très à la portée. Vous voyez, un banc Dynojet à Casa, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc la seule solution, c'était éviter l'injection électronique et tout le bordel que ça pouvait apporter. Bien sûr, on pouvait la programmer en roulant, mais là, c'était un peu trop dangereux pour les internal parts. La décision, c'était de passer sur un système old school qui est tout aussi bien, mais qui montre ses faiblesses, c'est à vous de voir. On s'est dit, on va mettre un bon vieux carburateur. Le choix le plus indiqué, c'est les carburateurs desquels on dispose ici au Maroc, c'est-à-dire des carburateurs Solex ou des carburateurs
C'est une autre marque que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que j'ai choisi parce que le Solex n'était pas assez puissant. J'ai choisi un Weber. Alors un Weber double corps de, si je me rappelle bien, 44 mm. Jusque-là, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Donc on avait mis une petite boule. Au passage, bien évidemment, puisqu'on allait passer sur un système à carburation, je n'ai pas raté l'occasion de me débarrasser d'une grosse partie du faisceau électrique qui n'était là que pour faire chier. Et pour simplifier le faisceau qui allait vraiment faire du bien à la voiture et gagner quelques kilos. C'est toujours une bonne chose. Mais une fois posé et fonctionnel, un peu de cosmétique était nécessaire. Fallait enlever le cache-culasse. Pour bien sûr passer à la séance de make-up. En premier lieu, déboulonner, nettoyer, décaper. Chimiquement et physiquement, j'entends bien. Une petite couche d'après. Ensuite, une autre couche d'après garnissant. Et enfin, un ponçage fin. Pour arriver à l'étape finale qui est une belle couche de Rosso Manza. Pour garder le style d'antan de l'époque. Une fois posé, il trônait fièrement comme un bijou au milieu de cette baie moteur. Mais vous me direz, pourquoi? Quoi? Eh ben je vous dirai, pour un plus beau moteur. Je vous dirai, bien évidemment, autre truc auquel j'avais pensé. Vous me direz, de V8 à 6 cylindres en ligne? Je vous dirai, ouais. Mais vous savez, quand vous regardez d'autres youtubeurs, des fois vous êtes un peu inspiré. Et Farine, grosse turbine. Ça va chier. Lui, c'est la Sainte Audi. Moi, ça va être la Mercedes infernale. Mais avant toutes ces conneries, je sais, j'en vois parmi certains parmi vous au fond de la salle. Il est bien beau ton moteur, mais est-ce qu'il marche? Ou plutôt, le cas échéant, est-ce qu'il tourne? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Voilà, on va Là, petit incrédule, tu retrouves le son des avions de la Deuxième Guerre mondiale, les fameux Messerschmitt et autres Junkers P-19 de la Luftwaffe. Tu entends? Le bordel tire des coups de fusil. C'est excellent. Cependant, fallait revenir à la raison. Tu pouvais pas te balader avec un merdier comme ça sur la voie publique. Minimum de respect pour les voisins. Et si tu comptais ne pas avoir ton carnet de mauvaises actions qui se remplissaient au fur et à mesure que tu montais les boulevards. Les motards savent de quoi je parle. Donc l'idée c'était de poser un échappement digne de ce nom. Et ouais, là, la question est simple. Soit tu cintres du tube sur mesure, dans un garage où tu n'as pas les outils pour, étant donné que tu dois te déplacer, soit tu fais un truc vraiment con, mais qui peut dépanner. C'est-à-dire tu fais une ligne d'échappement à partir de ton ancienne ligne d'échappement de merde. Le problème, c'est que tu passes d'un 4 cylindres à un 6 cylindres. Et d'abord, une modification préalable qui avait été pensée pour un V8. C'est un bordel. Que faire? Eh ben, que faire? On va faire ça. Donc, faire une ligne 6-2-1 à partir d'une 2-2-1. Les spécialistes des échappements et de la soudure et de la chaudronnerie comprendront de quoi je parle. D'autant plus que cette ligne ne sera que temporaire et j'avais pour ambition de mettre une ligne sur mesure en inox, mais il fallait d'abord avoir un gabarit. Sans parler du fait que moi je suis fan de la soudure au MIG, et je me retrouve dans cette circonstance à souder du métal de merde avec un poste à souder à la baguette de merde.
Vous allez me voir galérer, je pense que là vous allez adorer. De toutes les manières, cet extrait a déjà été vu par un de mes cousins qui est un soudeur de très premier plan. Et il s'est bien foutu de ma gueule. Mais comme on dit en anglais, shit happens. Maintenant que ça c'était fait, et ouais, il y a toujours un truc en mécanique. Tu fais un truc, ça te montre que tu dois faire encore 3 autres trucs, qui eux-mêmes ont d'autres trucs sous-jacents et connexes. C'est formidable. Ouais, je disais qu'une fois ça fait en parlant du moteur, tu te doutes bien que si moteur tu changeras, petit chenapan, boîte, tu seras obligé de changer. Eh ben ouais, un moteur ça va avec une boîte. Eh ouais. Et là, c'était la grande question. Automatique ou manuel? Moi, gros porc comme je suis, je défends l'adage qui dit Dieu protège l'essence et Dieu protège les boîtes manuelles. Donc, boîte manuelle. Laquelle? Là encore, tu cherches. Tu vas à la ferraille et c'est un puzzle. Tu t'amuses. À toi de déterminer exactement les tolérances, les espaces, la taille de la cloche, la correspondance. L'avantage avec Mercedes, qui est un avantage indéniable, c'est que beaucoup de moteurs de toutes les générations vont sur les différentes boîtes de toutes les générations. Je vais pas me plaindre non plus. Ça l'a fait pas très compliqué. Donc j'ai choisi cette boîte, celle que vous voyez là. Bien sûr, vous me connaissez, je suis un malade. La boîte est un élément de maniabilité, de gestion du moteur, mais qui ne se voit pas. Il est sous la voiture. Mais moi, malade comme je suis, pour moi, il fallait la nettoyer, la prêter et la peindre. Et ouais. Elle est sous la voiture. Mais moi, je la vois. C'est moi qui l'ai montée. Je sais comment elle est. Donc, là, regarde. Je vais même plus loin. D'ailleurs, vous allez voir un petit flashback dans le temps. La pièce qui tient la boîte, ce qu'on appelle la pièce de sustentation de la boîte ou de support, le support de boîte tout simplement. Hein. Support de boîte, ne pas chercher des mots trop techniques. Support de boîte en métal englouti. Là, c'est une pièce qui va être juste exposée au gravier, à la pluie, à la merde et tout le bordel. Eh ben, là aussi, elle a été traitée, peinte dans un rouge magnifique, cette fois-ci un Rosso Corsa. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, c'est joli. La preuve en image. Je vous laisse constater ces petites images. Les amis, bonjour. On reparle aujourd'hui d'un dossier qu'on avait commencé. C'est une voiture de laquelle je vais vous parler très bientôt. Là, je vous en parle pas encore parce que je veux maintenir le suspense. Mais on a bien avancé. Là, on a installé le cardan. Je vous montre ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. On a installé le cardan. On a installé une belle pièce toute rouge, celle dont je vous avais parlé. On a monté les tiges de boîte à vitesse. On a monté la ligne d'échappement. Mais tout ça va changer de toutes les manières. Je vais installer une ligne en inox. Je vous dirai de quoi il s'agit. Bon, les plus proches parmi vous connaissent la voiture. Ceux qui ne le sont pas, ou moins proches je dirais, parce que je vous aime tous, ne savent pas. Mais je vais vous en parler. C'est un projet que j'avais commencé il y a longtemps. Et bon, la vie, des fois, elle nous fait faire des choses et pas d'autres. Et puis, je vous raconterai toute l'histoire en détail. Je vous promets qu'il y aura une vidéo YouTube dédiée à cette voiture. Entre temps, je vous montre les petites choses qui se passent. Et puis, comme ça, vous avez de la matière à mettre sous le coude en attendant. Une fois le problème de choix de boîte réglé, comme je vous l'ai expliqué, il y a toujours, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh ouais, une fois le problème de boîte réglé, il fallait s'occuper de l'embrayage. Ah ouais, pour assurer le lien entre le moteur et la boîte. Enfin, entre le volant moteur et la boîte, il fallait l'embrayage. Là, must have. C'est un montage Frankenstein, donc pas de référence. Tu peux te baser ni sur celle du moteur ni sur celle de la boîte parce que l'application n'est pas la même. Et tu as un bon millier de références. Eh ouais. Donc, vu que la voiture a été fabriquée pendant plusieurs années dans différentes versions, différents modèles, différents moteurs, différents différentiels, différents ponts,
Eh ben, j'ai dû essayer 3 disques d'embrayage différents pour enfin tomber sur celui que vous allez voir là en défilé dans les images qui sont juste en dessous. Un disque Bimas qui, pas forcément neuf, hein. J'avais acheté un Luc à 170 euros, 1750 dirhams, pour que tout le monde comprenne un peu les valeurs monétaires. Mais le problème, c'est que. Passe pas. Non, j'ai essayé coup de tête, j'ai essayé coup de marteau, j'ai essayé la meule, passe pas. Donc finalement, on est allé vampiriser un disque d'embrayage sur une autre boîte. Heureusement que mon fournisseur à la ferraille là. Bon, on va dire qu'il a suffisamment gagné d'argent avec moi, mais commence à être gentil là. Donc je rentre, je choisis, je teste. Je prends mon petit mètre, mon petit pied à coulis et je teste. En fait, c'est du bespoke. On fait du sur-mesure. C'est comme les divisions bespoke ou ad personam chez Lamborghini, c'est sur-mesure. Sauf que là, c'est vraiment de la galère. Ah oui, petit conseil technique pour, comme vous allez le voir dans l'image qui va suivre, le volant moteur doit être torqué, du moins quand je dis torqué, c'est-à-dire il doit être serré au couple selon un schéma d'étoile et avec le bon serrage au couple correspondant, c'est-à-dire que au moins basez-vous, si vous avez un cahier des charges ou du moins un livre concernant la voiture ou concernant le mode de réparation du véhicule parce que les pièces sont d'origine, utilisez-les. Sinon Google, Internet et tout, vous avez vraiment tout. Et sinon, de préférence avoir une clé dynamométrique et savoir reconnaître si c'est des boulons en acier, boulons en métal, boulons en alu, boulons. Parce que, si- parce que si tu forces, ça craque. Et si ça craque, tu es dans la merde. Ouais, mon gars. Pour ceux qui sont encore là, j'adhère. Vous êtes des passionnés, vous aimez les bagnoles. Ça ne peut que me réjouir. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont incrédules et qui me disent, oh, maintenant que t'as fini ton laluche de merde là, ton bordel, ta caisse là de Mad Max, elle roule ou pas? Ouais, elle roule. Bien, tu vas voir. C'est là que tu vois les 2 épisodes, le précédent et celui-ci se rejoindre, où la carrosserie est terminée et le moteur est déjà installé. Donc tu comprendras maintenant le lien qui existe temporel entre les 2 vidéos. Ce lien aussi me permet aussi de vous expliquer ce qu'on a fait pour la boîte à air et le filtre à air. Parce que, vous connaissez, on aime toujours se compliquer la vie. Tant qu'à faire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et bien se faire chier? Ben ouais, c'est la base. C'est la base. C'est la maison Beauregard, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, l'idée était d'arriver à obtenir un style resto mode. Le style resto mode, c'est très simple. On essaye de poser, dans notre cas, poser la boîte à air et le fermoir qui va avec, classique de chez Mercedes, le petit filtre circulaire que je vais vous montrer dans les images qui vont suivre, et les poser sur le support de carburateur, c'est-à-dire. Donc là, il fallait déjà fabriquer des supports qui soient à la bonne taille et à la bonne dimension pour arriver au bon endroit. Encore une belle complication, joyale. Joyeux. Comme ça, joyeux. Ça vient d'où ça, joyeux? C'est joyeuse et royale. Donc joyal. Ouais, donc joyal d'utiliser. Et les supports. Et ensuite, il fallait aussi une pièce spécifique qu'on appelle une pièce qui sera obligée de faire l'étanchéité entre le trou de balle du filtre à air, qui lui avait été pensé pour un 4G-tronic, je vous le rappelle. Et bien sûr, la sortie du carburateur, qui elle a été pensée pour elle-même. Sans plus. Ou du moins pour une autre boîte à air. Donc, bien évidemment, il fallait faire une pièce sur mesure. Et bon, pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu prends des mesures, tu fais un dessin industriel et tu mets en marche ton tour si tu sais l'utiliser. D'ailleurs, très bon outil le tour. À condition de savoir bien l'utiliser. Pour faire des belles pièces taillées masse comme celle que vous voyez défiler là en bas, une belle pièce en aluminium avec des épaulements spécifiques, une largeur spécifique, un diamètre spécifique à l'intérieur, un diamètre spécifique à l'extérieur, pour que le diamètre extérieur épouse le diamètre intérieur de la boîte à air et que le diamètre extérieur, ou plutôt le diamètre intérieur de la boucle extérieure, épouse le diamètre extérieur de la lèvre supérieure du carburateur.
Vous avez compris? Même moi, je me rappelle plus. Je suis sûr d'avoir compris. Je sais pas si vous avez compris. En tout cas, si vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Sinon, bah... il faut que je vous explique. En tout cas, vous allez voir les images, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. C'est ce qu'on a fait pour la connexion carburateur, boîte à air et filtre à air. Tout ça pour en arriver à une fixation, à une analogie que j'aime beaucoup, qui bien sûr est une analogie un peu limite, puisque c'est des pièces qui doivent être posées au poil de cul. C'est-à-dire qu'elles doivent être passées autour au poil de cul. Elles doivent avoir précision au millimètre, disons même si on peut obtenir le dixième de millimètre, s'il n'y a pas mieux. Ça permet d'avoir une bonne étanchéité, un moteur qui respire bien. Et maintenant, la dernière question qui se profile chez ceux que je vois au fond de la classe, toi, et toi, quelque part là-bas, j'entends, je t'entends. Ouais. C'est qu'est-ce que ça donne avec échappement standard, avec réducteur de son et bien sûr admission correctement posée. Et ben ça donne tout simplement ça. On va vous passer une petite séquence avec les accélérations. Vous me dites ce que vous en pensez. Bien sûr, au passage, vous allez pouvoir constater que le couvercle de boîte à air lui aussi a subi l'étape des PPN, c'est-à-dire Net Prep Paint, nettoyage, préparation, peinture, bien sûr, le classique. Voilà les amis, c'était tout pour ce petit épisode de Moroccar. J'espère que celui-ci vous aura plu, que tout se passe bien pour vous et que vous aimez de plus en plus ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous encourager hein, parce que ça fera toujours plaisir et ça permettra de faire des plus belles vidéos. Conseillez-nous, dites-nous ce que vous aimez, dites-nous ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis, je vais vous dire comme tous les autres youtubeurs, ça se voit dans les statistiques, même moi je le fais, je regarde et je m'abonne pas. Donc, si j'ai un quelconque intérêt, que ça vous intéresse, que vous aimez ce qu'on fait, aidez-nous. Partagez, likez, etc. Les commentaires, c'est super. Conseillez-nous si vous préférez que les vidéos soient plus des voix off ou que vous préfériez voir ma gueule. Ça va? Pas très moche. Si vous préférez voir ma gueule commenter en parallèle les images, bah écoutez, pourquoi pas, moi ça m'amuserait de le faire. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, si vous voulez qu'on crée une autre chaîne dédiée à autre chose, politique, discussion, machin, ce que vous voulez. L'important c'est qu'on partage des choses dans la communauté et qu'on puisse échanger du savoir. Je ne prétends pas être expert dans d'autres domaines, au moins celui dont je prétends connaître les bases, je vous les partage. Après, je vois souvent des commentaires défiler, des gens qui corrigent certaines choses, des gens. N'hésitez pas, vous savez que des fois, quand on fait le montage d'une vidéo, on cherche plus à avoir ce petit côté un peu fun, un peu proche de vous, donc n'essayez pas trop de rentrer dans les détails super techniques, parce qu'à la longue, c'est chiant. On expérimente nous-mêmes en tant que... Écoutez, je suis plein de chaînes, d'ailleurs, je pourrais vous donner les chaînes que je suis, si ça vous plaît, si ça peut vous intéresser. Et on pourra faire des vidéos réactions sur d'autres chaînes si ça vous plaît aussi. N'hésitez pas, bombardez-moi de concepts, de trucs. Je suis à votre écoute. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend là où vous êtes sur la planète comme d'habitude. Et je vous dis tchuss!